Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Nous sommes toujours en compagnie de Paul et Virginie. Bernardin de Saint-Pierre a écrit ce chef-d'œuvre. Paul, fils de Marguerite et jardinier. Virginie, fille de Madame de la Tour et bergère. Ils sont voisins et n'ont pas reçu d'éducation. Ils ne savent ni lire ni écrire. Un peu comme un participant de télé-réalité, et deviennent très vite amoureux l'un de l'autre. Voilà pour le petit résumé. Si bien sûr vous avez des récits, des poèmes, un petit message à nous faire parvenir, vous pouvez le faire via les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Bien sûr, vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook également et sur Twitter. Ou alors vous avez l'adresse postale de D8 qui est un rue Les Enfants du Paradis à Boulogne. Je m'en étais arrêtée à la page 277. Cet homme, ayant ainsi parlé, continua sa route sans s'arrêter davantage. Je dis alors à Paul, allons vers le quartier de la Poudre d'Or, au-devant de Virginie. Il n'y a que 3 lieues d'ici. Nous nous mîmes donc en route vers le nord de l'île. Il faisait une chaleur étouffante. La lune était levée. On voyait autour d'elle 3 grands cercles noirs. Le ciel était d'une obscurité affreuse. On distinguait à la fureur fréquente des éclairs, de longs fils de nuages épais, sombres, peu élevés, qui s'entassaient vers le milieu de l'île et venaient de la mer avec une grande vitesse, quoiqu'on ne sentît pas le moindre vent à terre. Chemin faisant, nous crûmes entendre rouler le tonnerre, mais ayant prêté l'oreille attentivement, nous reconnûmes que c'étaient des coups de canon répétés par les échos. Ces coups de canon lointains, joints à l'aspect d'un ciel orageux, me firent frémir. Je ne pouvais douter qu'ils ne fussent les signaux de détresse d'un vaisseau en perdition. Une demi-heure après, nous n'entendîmes plus tirer du tout, et ce silence me parut encore plus effrayant que le bruit lugubre qui l'avait précédé. Nous nous hâtions d'avancer sans dire un mot, et sans oser nous communiquer nos inquiétudes. Vers minuit, nous arrivâmes tout en nage sur le bord de la mer, au quartier de la Poudre d'Or. Les flots s'y brisaient avec un bruit épouvantable. Ils en couvraient les rochers et les grèves d'écume d'un blanc éblouissant et d'étincelles de feu. Malgré les ténèbres, nous distinguâmes, à ces lueurs phosphoriques, les pirogues des pêcheurs qu'on avait tirées bien avant sur le sable. À quelque distance de là, nous vîmes à l'entrée du bois un feu autour duquel plusieurs habitants s'étaient rassemblés. Nous fûmes nous y reposer en attendant le jour. Pendant que nous étions assis auprès de ce feu, un des habitants nous raconta dans l'après-midi qu'il avait vu un vaisseau en pleine mer, porté sur l'île par les courants. Que la nuit l'avait dérobé à sa vue, que 2 heures après le coucher de soleil, il l'avait entendu tirer du canon pour appeler du secours. Mais que la mer était si mauvaise qu'on n'avait pu mettre aucun bateau dehors pour aller à lui. Que bientôt après, il avait cru apercevoir ses fanaux allumés. Et que dans ce cas, il craignait que le vaisseau venu si près du rivage n'eût passé entre la terre et la petite île d'Ambre, prenant celle-ci pour le coin de mire, près duquel passent les vaisseaux qui arrivent au port Louis. Que si cela était, ce qu'il ne pouvait toutefois affirmer, ce vaisseau était dans le plus grand péril. Un autre habitant prit la parole et nous dit qu'il avait traversé plusieurs fois le canal qui sépare l'île d'Ambre de la côte, qu'il l'avait sondé, que la tenure et le mouillage en étaient très bons et que le vaisseau y était en parfaite sûreté comme dans le meilleur port. « J'y mettrai toute ma fortune, ajouta-t-il, et j'y dormirai aussi tranquillement qu'à terre. »
Un troisième habitant dit qu'il était impossible que ce vaisseau pût entrer dans ce canal, où à peine les chaloupes pouvaient naviguer. Il assura qu'il l'avait vu mouiller au-delà de l'île d'Ambre, en sorte que si le vent venait à s'enlever au matin, il serait le maître de pousser au large, ou de gagner le port. D'autres habitants ouvrirent d'autres opinions. Pendant qu'ils contestaient entre eux, suivant la coutume des créoles, oisifs, Paul et moi nous gardions un profond silence. Nous restâmes là jusqu'au petit point du jour, mais il faisait trop peu de clarté au ciel pour qu'on pût distinguer aucun objet sur la mer, qui d'ailleurs était couverte de brume. Nous n'entrevîmes au large qu'un nuage sombre, qu'on nous dit être l'île d'Ambre, située à 1/4 de lieue de la côte. On apercevait dans ce jour ténébreux que la pointe du rivage, où nous étions, et quelques pitons des montagnes de l'intérieur de l'île, qu'ils apparaissaient de temps en temps au milieu des nuages qui circulaient autour. Vers les 7 heures du matin, nous entendîmes dans les bois un bruit de tambour. C'était le gouverneur, monsieur de la Bourdonnais, qui arrivait à cheval, suivi d'un détachement de soldats armés de fusils et d'un grand nombre d'habitants et de Noirs. Il plaça ses soldats sur le rivage et leur ordonna de faire feu de leurs armes tous à la fois. À peine leur décharge fut faite que nous aperçûmes sur la mer une lueur, suivie presque aussitôt d'un coup de canon. Nous jugeâmes que le vaisseau était à peu de distance de nous, et nous courûmes tous du côté où nous avions vu son signal. Nous aperçûmes alors, à travers le brouillard, le corps et les vergues d'un grand vaisseau. Nous en étions si près que, malgré le bruit des flots, nous entendîmes le sifflet du maître qui commandait la manœuvre et les cris des matelots qui criaient 3 fois « Vive le roi !» Car c'est le cri des Français dans les dangers extrêmes, ainsi que dans les grandes joies. Comme si, dans les dangers, ils appelaient leur prince à leur secours, ou comme s'ils voulaient témoigner alors qu'ils sont prêts à périr pour lui. Depuis le moment où le Saint-Gérant aperçut que nous étions à portée de le secourir, il ne cessa de tirer du canon. De 3 minutes en 3 minutes, monsieur de la Bourdonnais fit allumer de grands feux de distance en distance sur la grève et envoya chez tous les habitants du voisinage chercher des vivres, des planches, des câbles et des tonneaux vides. On en vit arriver bientôt une foule, accompagnée de leurs noirs chargés de provisions et d'agrès, qui venaient des habitations de la Poudre d'Or, du quartier de Flac et de la rivière du Rempart. Un des plus anciens de ces habitants s'approcha du gouverneur et lui dit « Monsieur, on a entendu toute la nuit des bruits sourds dans la montagne. Dans les bois, les feuilles des arbres remuent, sans qu'il fasse de vent. Les oiseaux de marine se réfugient à terre. Certainement, tous ces signes annoncent un ouragan. » « Eh bien, mes amis, répondit le gouverneur, nous y sommes préparés, et sûrement le vaisseau l'est aussi. En effet, tout présageait l'arrivée prochaine d'un ouragan. Les nuages qu'on distinguait au zénith étaient à leur centre d'un noir affreux et cuivrés sur leurs bords. L'air retentissait des cris des pailles en cul et frégates, des coupeurs d'eau et d'une multitude d'oiseaux de marine, qui, malgré l'obscurité de l'atmosphère, venaient de tous les points de l'horizon chercher des retraites dans l'île. Vers les 9 heures du matin, on entendit du côté de la mer des bruits épouvantables, comme si les torrents d'eau mêlés à des tonnerres eussent roulé du haut des montagnes. Tout le monde s'écria « Voilà l'ouragan !» Et dans l'instant, un tourbillon affreux de vent enleva la brume qui couvrait l'île d'Ambre et son canal. Le Saint-Gérant parut alors à découvert avec son pont chargé de monde, ses vergues et ses mâts de une amenés sur le tillac, son pavillon en berne, 4 câbles sur son avant et un de retenue sur son arrière. Il était mouillé entre l'île d'Ambre et la terre.
en deçà de la ceinture de récifs qui entoure l'île de France, et qu'il avait franchi par un endroit où jamais vaisseau n'avait passé avant lui. Il présentait son avant au flot, qui venait de la pleine mer, et à chaque lame d'eau qui s'engageait dans le canal, sa proue se soulevait tout entière, de sorte qu'on en voyait le carène en l'air. Mais dans ce mouvement, sa poupe, venant à plonger, disparaissait à la vue jusqu'au couronnement, comme si elle eût été submergée. Dans cette position où le vent et la mer le jetaient à terre, il lui était également impossible de s'en aller par où il était venu, ou en coupant ses câbles d'échouer sur le rivage, dont il était séparé par de hauts fonds semés de récifs. Chaque lame qui venait briser sur la côte s'avançait en mugissant jusqu'au fond des anses, et y jetait des galets à plus de 5 pieds dans les terres. Puis, venant à se retirer, elle découvrait une grande partie du lit du rivage, dont elle roulait les cailloux avec un bruit rauque et affreux. La mer soulevait par le vent, grossissait à chaque instant, et tout le canal compris entre cette île et l'île d'Ambre n'était qu'une vaste nappe d'écume blanche, creusée de vagues noires et profondes. Ces écumes s'amassaient dans le fond des anses, à plus de 6 pieds de hauteur, et le vent, qui en balayait la surface, les portait par-dessus l'escarpement du rivage, à plus d'une demi-lieue dans les terres. À leurs flocons blancs et innombrables, qui étaient chassés horizontalement jusqu'au pied des montagnes, on eût dit d'une neige qui sortait de la mer. L'horizon offrait tous les signes d'une longue tempête. La mer y paraissait confondue avec le ciel. Il s'en détachait sans cesse des nuages d'une forme horrible qui traversaient le zénith avec la vitesse des oiseaux, tandis que d'autres y paraissaient immobiles comme de grands rochers. On n'apercevait aucune partie azurée du firmament. Une lueur olivâtre et blafarde éclairait seule tous les objets de la terre, de la mer et des cieux. Dans les balancements du vaisseau, ce qu'on craignait arriva. Les câbles de son avant rompirent, et comme il n'était plus retenu que par une seule haussière, il fut jeté sur les rochers à une demi-encablure du rivage. Ce ne fut qu'un cri de douleur parmi nous. Paul allait s'élancer à la mer, lorsque je le saisis par le bras. « Mon fils, lui dis-je, voulez-vous périr ? » « Que j'aille à son secours, s'écria-t-il, ou que je meure. » Comme le désespoir lui ôtait la raison pour prévenir sa perte, Domingue et moi lui attachâmes à la ceinture une longue corde dont nous saisîmes l'une des extrémités. Paul alors s'avança vers le Saint-Géran, tantôt nageant, tantôt marchant sur les récifs. Quelquefois, il avait l'espoir de l'aborder car la mer, dans ses mouvements irréguliers, laissait le vaisseau presque à sec, de manière qu'on eût pu faire le tour à pied. Mais bientôt après, revenant sur ses pas avec une nouvelle furie. Elle le couvrait d'énormes voûtes d'eau qui soulevaient tout l'avant de sa carène et rejetaient bien loin sur le rivage le malheureux Paul, les jambes en sang, la poitrine meurtrie, à demi noyé. À peine ce jeune homme avait-il pris l'usage de ses sens qu'il se relevait et retournait avec une nouvelle ardeur vers le vaisseau, que la mer, cependant, en trouvait par d'horribles secousses. Tout l'équipage, désespérant alors de son salut, se précipitait en foule à la mer, sur des vergues, des planches, des cages à poules, des tables et des tonneaux. On vit alors un objet digne d'une éternelle pitié. Une jeune demoiselle, peau dans la galerie de la soupe du Saint-Géran, tendant les bras vers celui qui faisait tant d'efforts pour la rejoindre. C'était Virginie.
Elle avait reconnu son amant à son intrépidité. La vue de cette aimable personne exposée à un si terrible danger nous remplit de douleur et de désespoir. Pour Virginie, d'un port noble et assuré, elle nous faisait signe de la main, comme nous disant un éternel adieu. Tous les matelots s'étaient jetés à la mer. Il n'en restait plus qu'un sur le pont qui était tout nu et nerveux comme Hercule. Il s'approcha de Virginie avec respect. Nous le vîmes se jeter à ses genoux et s'efforcer même de lui ôter ses habits, mais elle, le repoussant avec dignité, détourna de lui sa vue. On entendit aussitôt ces cris redoublés des spectateurs. « Sauvez-la, sauvez-la !» Ne la quittez pas. Mais dans ce moment, une montagne d'eau d'une effroyable grandeur s'engouffra entre l'île d'Ambre et la côte et s'avança en rugissant vers le vaisseau qu'elle menaçait de ses flancs noirs et ses sommets écumants. À cette terrible vue, le matelot s'élança seul à la mer et Virginie, voyant la mort inévitable, posa une main sur ses habits, l'autre sur son cœur, et levant en haut les yeux sereins, parut un ange qui prend son vol vers les cieux. Ô jour affreux, hélas! Tout fut englouti. La lame jeta bien avant dans les terres une partie de spectateurs qu'un mouvement d'humanité avait porté à s'avancer vers Virginie, ainsi que le matelot qui l'avait voulu sauver à la nage. Cet homme, échappé à une mort presque certaine, s'agenouilla sur le sable en disant « Oh mon Dieu, vous m'avez sauvé la vie, mais je l'aurais donné de bon cœur pour cette digne demoiselle qui n'a jamais voulu se déshabiller comme moi. » Domingue et moi, nous retirâmes des flots le malheureux Paul sans connaissance, rendant le sang par la bouche et par les oreilles. Le gouverneur le fit mettre entre les mains des chirurgiens. Et nous cherchâmes de notre côté le long du rivage si la mer n'y apporterait point le corps de Virginie. Mais le vent ayant tourné subitement, comme il arrive dans les ouragans, nous eûmes le chagrin de penser que nous ne pourrions pas même rendre à cette fille infortunée les devoirs de la sépulture. Nous nous éloignâmes de ce lieu, accablés de consternation, tout l'esprit frappé d'une seule perte, dans un naufrage où un grand nombre de personnes avaient péri. La plupart, doutant d'après une fin aussi funeste, d'une fille si vertueuse, qu'il exista une providence. Car il y a des maux si terribles et si peu mérités que l'espérance même du sage en est ébranlée. Cependant, on avait mis Paul, qui commençait à reprendre ses sens, dans une maison voisine jusqu'à ce qu'il fût en état d'être transporté à son habitation. Pour moi, je m'en revins avec Domingue, afin de préparer la mère de Virginie et son amie à ce désastreux événement. Quand nous fûmes à l'entrée du vallon de la rivière, des Lataniers, des Noirs nous dirent que la mer était beaucoup de débris du vaisseau dans la baie vis-à-vis. Nous y descendîmes. Et un des premiers objets que j'aperçus sur le rivage fut le corps de Virginie. Elle était à moitié couverte de sable, dans l'attitude où nous l'avions vue périr. Ses traits n'étaient point sensiblement altérés. Ses yeux étaient fermés. Mais la sérénité était encore sur son front. Seulement les pâles violettes de la mort se confondaient sur ses joues avec les roses de la pudeur. Une de ses mains était sur ses habits, et l'autre, qu'elle appuyait sur son cœur, était fortement fermée et roidie. J'en dégageai avec peine une petite boîte. Mais quelle fut ma surprise lorsque je vis que c'était le portrait de Paul, qu'elle lui avait promis de ne jamais abandonner tant qu'elle vivrait.
À cette dernière marque de la constance et de l'amour de cette fille infortunée, je pleurais amèrement. Pour Domingue, il se frappait la poitrine et perçait l'air de ses cris douloureux. Nous portâmes le corps de Virginie dans une cabane de pêcheurs, où nous le donnâmes à garder à de pauvres femmes malabares, qui prirent soin de le laver. Pendant qu'elles s'occupaient de ce triste office, nous montâmes en tremblant à l'habitation. Nous y trouvâmes Madame de la Tour et Marguerite, en prière, en attendant des nouvelles du vaisseau. Dès que Madame de la Tour m'aperçut, elle s'écria « Oui, ma fille, ma chère fille, mon enfant !» Nous pouvons douter de son malheur à mon silence et à mes larmes. Elle fut saisie tout à coup d'étouffement et d'angoisse douloureuse. Sa voix ne faisait plus entendre que des soupirs et des sanglots. Pour Marguerite, elle s'écria « Oui, mon fils, je ne vois point mon fils. » Et elle s'évanouit. Nous courûmes à elle, et l'ayant fait revenir, je l'assurai que Paul était vivant et que le gouverneur en faisait prendre soin. Elle ne reprit ses sens que pour s'occuper de son ami qui tombait de temps en temps dans de longs évanouissements. Madame de la Tour passa toute la nuit dans ces cruelles souffrances. Et par leur longue période, j'ai jugé qu'aucune douleur n'était égale à la douleur maternelle. Quand elle recouvrait la connaissance, elle tournait des regards fixes et mornes vers le ciel. En vain, son ami et moi, nous lui pressions la main dans les nôtres. En vain, nous l'appelions par les noms les plus tendres. Elle paraissait insensible à ces témoignages de notre ancienne affection. Et elle n'y sortait de sa poitrine oppressée que de sourds gémissements. Dès le matin, on apporta Paul, couché dans un palanquin. Il avait repris l'usage de ses sens, mais il ne pouvait proférer une parole. Son entrevue avec sa mère et Madame de la Tour, que j'avais d'abord redoutée, produisit un meilleur effet que tous les soins que j'avais pris jusque-là. Un rayon de consolation parut sur le visage de ces deux malheureuses mères. Elles se mirent l'une et l'autre auprès de lui, le saisirent dans leurs bras, le baisèrent, et leurs larmes, qui avaient été suspendues jusqu'alors par l'excès de leur chagrin, commencèrent à couler. Paul y mêla bientôt les siennes. La nature s'étant ainsi soulagée dans ces trois infortunés, un long assoupissement succéda à l'état convulsif de leur douleur et leur procura un repos léthargique semblable, à la vérité, à celui de la mort. Madame de la Bourdonnais m'envoya avertir secrètement que le corps de Virginie avait été apporté à la ville par son ordre, et que de là, on allait le transférer à l'église des Pamplemousses. Je descendis aussitôt au Port-Louis, où je trouvai les habitants de tous les quartiers rassemblés pour assister à ces funérailles, comme si l'île eût perdu en elle ce qu'elle avait de plus cher. Dans le port, les vaisseaux avaient leurs verres croisés, leurs pavillons en berne, et tirés du canon par longs intervalles. Ça devient triste, très triste et très touchant à la fois, l'histoire de Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre. Nous reprendrons dans une prochaine édition de Voyage au bout de la nuit. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de nuit ou alors un très bon début de journée. Et je vous dis à bientôt.